Bonsoir à tous et soyez les bienvenus dans ce grand amphithéâtre du Collège des Bernardins pour les mardis du même nom. Nouvelle édition de ces débats qui sera consacrée ce soir à l'Europe culturelle. Savez-vous que l'on prête à Jean Monnet, l'un des pionniers, on ne le présente pas, de l'Union européenne, cette phrase « Si c'était à refaire, je commencerais par la culture ». Et il est vrai qu'il aura fallu 40 ans entre le traité de Rome et celui de Maastricht pour que la culture enfin soit considérée comme une dimension essentielle de l'identité européenne. Dimension essentielle ne veut pas dire une définition simple de ce qu'est la culture européenne. Quels sont les points communs propres aux Européens qui forment leur culture? Au fond, l'Europe culturelle est-elle un mythe ou une réalité? C'est de cela que nous allons débattre avec trois invités que je vous présente tout de suite. Vincent Aucante, tout d'abord. Vincent Aucante, vous êtes directeur culturel du Collège des Bernardins. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages, dont je les cite en vrac, Benoît XVI et l'islam, ainsi que l'Afrique subsaharienne et la mondialisation. Et vous avez entre autres dirigé deux ouvrages plus directement liés au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir l'Europe et le fait religieux, source, patrimoine et valeurs, d'une part, et puis un autre opuscule collectif qui s'intitule l'Europe, l'Église et les migrations. À vos côtés, Janine Mossus-Lavaux. Bonsoir. Bonsoir et merci d'être avec nous. Vous êtes directrice de recherche CNRS au CEVIPOF. Le CEVIPOF, comme chacun sait, c'est le centre de recherche politique de Sciences Po. Sciences Po, vous êtes également chargée de cours. Alors, vous êtes une auteure prolixe, plus d'une vingtaine d'ouvrages, d'essais, dans lesquels vous avez, depuis des années, scruté le comportement des Français. C'est vraiment ça, votre œuvre, sous l'angle de leur rapport avec la politique, notamment sous l'angle du genre, de la santé, de la sexualité et plus récemment de l'argent. Mais ce n'est pas pour cela que vous êtes avec nous aujourd'hui, puisque c'est pour votre intérêt ancien, profond et très érudit d'André Malraux. André Malraux, dont vous aviez fait paraître dans les années 60, n'est-ce pas, un André Malraux... 70, pardon, un André Malraux et le gaullisme, qui était au fond la publication de votre thèse. Et depuis, un André Malraux, qui êtes-vous ? Voilà. Donc nous parlerons évidemment avec vous notamment de la vision qu'avait André Malraux de l'Europe culturelle. Enfin, Lucien Jaume, qui Bonsoir. est à mes côtés. Alors Lucien Jaume, vous êtes normalien, agrégé de philosophie, docteur d'État en sciences politiques et directeur de recherche au CEVIPOF. Décidément, c'est bien porté. Et au CNRS. Et au CNRS. Alors, vous avez publié ou dirigé 11 ouvrages qui traitent notamment de Hobbes, de la représentation, du jacobinisme, du libéralisme ou des sources de la pensée chez Tocqueville. Et vous venez de publier un ouvrage qui nous a bien intéressés, ouvrage qui s'intitule « Qu'est-ce que l'esprit européen ?» Il est paru chez Flammarion dans la collection Chants-Essais. Alors, si vous voulez bien, on va partir de ce livre, justement. Vous y partez à la recherche d'une tradition culturelle européenne dont le point de départ serait ce que vous appelez l'expérience de la liberté controversée. Alors, est-ce que ça veut dire que la culture européenne se définit d'abord par l'expérience du penser et du vivre en liberté, de l'homme libre ? Oui, ça veut dire que la liberté est absolument constitutive de notre tradition intellectuelle, philosophique, spirituelle, artistique et scientifique. Mais la liberté controversée parce que l'Europe a connu des tensions, des déchirements. On peut penser par exemple à la réforme par rapport au catholicisme. On peut penser à ce débat terrible entre Luther et Érasme qui pour moi est l'un des grands débats exemplaires de l'affrontement entre deux types de pensée en Europe. On peut penser à Karl Marx et sa critique de l'économie politique et avec toutes les conséquences que cela aura dans ensuite des systèmes politiques, etc. etc. Les guerres de religion, encore une fois, ont profondément marqué aussi l'Europe, la divisant entre l'Europe des princes protestants et l'Europe des princes catholiques, etc. Donc, le thème de la liberté, à mon avis, porte vraiment ce que j'appelle le sens commun européen ou l'esprit européen, mais on a discuté jusqu'aux bases même de cette liberté. Karl Marx critique, par exemple, la liberté du travailleur face à l'employeur. Érasme publie un livre qui s'appelle « Le libre arbitre ». Eh bien, Luther rétorque par « le serf-arbitre ». Etc. On a discuté jusqu'au fondement même de la liberté, qui est en quelque sorte notre passion.
Alors justement, en page 29 de votre ouvrage, vous posez cette question angoissée. Est-ce que l'Europe actuelle des 27 États membres, ouverte à la pluralité des cultures, recherche avec la même ardeur l'individualité libre et cultivée? Vous ajoutez plus loin, le problème éducatif est le problème numéro 1 de l'Europe. À mon avis, l'enjeu majeur de l'Europe, c'est la question de l'éducation. Et à mon avis, on est en train d'oublier les bases de l'éducation selon les humanistes de la Renaissance, qui représentent pour moi la deuxième grande étape de l'histoire européenne, après l'Antiquité, la troisième si vous voulez avec le Moyen-Âge, et qui à mon avis porte encore notre présent. Mais je pense que nous n'avons plus les idées claires sur l'éducation et que l'espace européen de l'éducation est mangé par la technocratie, le quantitativisme et l'ignorance de ce que sont les bases mêmes de cet acte mystérieux qu'est enseigner. Pour moi, c'est un problème philosophique et c'est un vrai mystère. Comment peut-on, par un autre, l'enseignant, apprendre à devenir soi-même? C'est paradoxal. Comment peut-on, par un autre, devenir soi-même, c'est-à-dire non pas la copie, le singe et le clone de cet autre, mais au contraire, devenir différent? Mais si cet autre n'a pas réalisé sa fonction d'enseignement, eh bien, je ne pourrai pas pleinement devenir moi-même. Et je suis triste de voir que Michel Serres, par exemple, il y a quelques jours, dans Le Monde, commence par une critique des médias. Il dit que les médias formatent les jeunes et les adolescents. Il dit que la publicité formate les jeunes, etc. Et il conclut en disant « Pour le temps d'écoute et de vision, les médias se sont saisis depuis longtemps de la fonction d'enseignement. » Non, que Michel Serres appelle fonction d'enseignement ce qu'il vient de critiquer, c'est au moins une contradiction. Et je trouve que les choses sont graves, extrêmement graves. Le sens de mon livre, c'est « Réveillons-nous ». Alors, André Malraux, Janune Mossius-Lavaux, voilà un homme qui a beaucoup réfléchi et pensé, notamment sur la question européenne. Ouais. Alors, ce n'est pas très encourageant, ce que, notamment dans cet ouvrage, André Malraux et le gaullisme que je citais en introduction, ce qu'il dit sur la question, puisqu'il semble préférer la civilisation atlantique. Vous le citez, en 1945, il a déclaré « Il n'y a pas d'Europe, il n'y en a jamais eu, il y a eu une chrétienté ». Oui, mais c'est-à-dire pour bien voir la définition qu'André Malraux donne de l'Europe, il faut remonter un petit peu plus tôt dans son histoire, c'est-à-dire avant la période gaulliste. Parce que Malraux parle de l'Europe dans 2 livres, l'un qui s'appelle La tentation de l'Occident, qui paraît en 1926, et l'autre qui s'appelle D'une jeunesse européenne, qui est paru en 1927. Et il les écrit après être allé en Asie, où notamment il est allé piller un temple. Ça on connaît cette histoire. Il a fait un petit peu de prison. Il est retourné créer un journal là-bas, un journal anticolonialiste. Donc il a une expérience de l'Asie et il revient. Et à ce moment-là, il éprouve le besoin de donner son sentiment d'occidental, mais qui est passé par l'Orient et qui, du coup, peut s'avancer à une définition qui, en tout cas, le hante vraiment. Et ce que je trouve intéressant, c'est que, pour lui, l'Europe, elle a été forgée, dit-il, par la chrétienté et par le génie grec. Mais surtout par la chrétienté. Ce qui lui pose un grave problème, évidemment, parce que la chrétienté n'a plus, au moment où il écrit, la prégnance qu'elle avait dans les siècles précédents. Et donc, lui va même jusqu'à considérer, il le dit, que Dieu est mort. Mais Dieu est mort, mais nous continuons à appréhender le monde à travers des codes fournis par la chrétienté. Et donc, ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, l'importance. Et il écrit à ce moment-là cette phrase, très célèbre, mais que je vous relis parce qu'elle dit vraiment l'essentiel, je pense, de sa pensée sur la chrétienté et sur la disparition à ses yeux de la chrétienté et des problèmes que ça pose. Il dit « Notre première faiblesse vient de la nécessité où nous sommes de prendre connaissance du monde grâce à une grille chrétienne, nous qui ne sommes plus chrétiens. » Et donc, où en sommes-nous alors? Où en est l'homme dans cette Europe-là?
et il considère que l'homme prend lui-même la place de Dieu. Et pour Malraux, ce qu'il appelle l'âme de l'Europe, parce que c'est les termes qu'il emploie, c'est la création sans cesse renouvelée par l'action. C'est le mouvement dans le rêve, il dit encore, l'esprit occidental veut se soumettre le monde. On est dans l'action, alors qu'en Asie, puisqu'il en revient, on recherche ce qu'il appelle la conscience d'être selon le mode le plus beau. Donc c'est opposé à cette soif d'action qu'il voit en Europe. Et comment, si on met en perspective ce que vous nous relatez là, de la pensée de Malraux pour aujourd'hui, et face à la réalité de ce qu'est la construction d'une culture européenne, qu'est-ce qu'il en reste? Est-ce que ce n'était pas une vision un peu idyllique, cette influence transatlantique qui allait nous renouveler, nous rajeunir? Alors là, c'est ce qu'il développe après la guerre. Alors, il ne faut pas oublier d'abord déjà qu'en 1942, il voyait toute l'importance des États-Unis. Et à la Libération, il développe ce concept de civilisation atlantique parce qu'il pense qu'on est très influencé par les États-Unis, qu'on est influencé dans notre cinéma, qu'on est influencé dans nos rues, dans beaucoup de choses. Et donc, il dit, il y a un Occident, mais qui comprend, disons, l'Amérique de l'Est, le Canada et les pays d'Europe. Mais c'est quelque chose qui ne va pas, dans son esprit, durer indéfiniment. Malraux est quelqu'un qui évolue sans cesse, qui élargit sans cesse son champ de vision, qui nous incite à le faire. Et si on y vient tout à l'heure, si on parle de l'art, on verra que effectivement, pour lui, l'art, c'est quelque chose de mondial et qu'on est appelé à avoir une culture mondiale de ce point de vue-là. Mais il dépasse cette idée de civilisation atlantique parce que sous la Ve République, quand il est donc ministre des Affaires culturelles, il constate qu'il y a deux géants, il y a les États-Unis, il y a la Russie, et que face à ces deux géants, peut-être que nous et les pays autour de nous, et ceux qui nous ressemblent d'une certaine façon ou avec qui on a des liens, avec qui on partage des valeurs, eh bien, ça pourrait former ce qu'il appelle le troisième continent. Et ce troisième continent, tantôt il se rapproche des États-Unis parce que quand même, on n'en est pas si loin, mais il est opposé à l'Union soviétique de l'époque. Mais c'est un continent, donc il y a les pays d'Europe, mais qui font appel en plus au Japon, à l'Inde et aux pays d'Afrique qui ont des liens avec nous du fait de la colonisation très importants. Et donc pour lui, il y a cet ensemble, il y a l'Europe, mais avec tous ces pays autour avec qui on peut partager, et on peut partager beaucoup de choses. Donc c'est une Europe qui sans cesse s'ouvre vers les autres. Et de ce point de vue-là, vous pensez que le regard qu'il porterait aujourd'hui sur la construction européenne sous l'angle de la culture serait un regard positif? Alors, sous l'angle de la culture, je pense qu'il ne se contenterait pas d'une vision européenne, parce qu'il avait, bien avant même que soient construites toutes les instances européennes qu'on peut avoir aujourd'hui, il avait une vision mondiale, il avait une vision planétaire de la culture, et qui pouvait se réaliser. C'était possible c'est possible pour chacun, à condition évidemment d'avoir accès à un certain nombre de moyens pour être confronté à des œuvres culturelles, mais il considérait que chacun pouvait avoir accès à toute la culture du monde, et que c'est par la confrontation des œuvres entre elles que on peut imaginer finalement ce que la culture apporte aux hommes. Parce que là, il a vraiment quelque chose, enfin, le rôle que la culture joue pour lui et sa définition, j'y reviendrai peut-être plus tard, c'est tout à fait important. Alors Vincent Kant, troisième éclairage introductif qui part de travaux sur lesquels vous êtes particulièrement investi, travaux historiques sur la période allant du Moyen-Âge au début des Lumières, qui concernent trois pays, l'Allemagne, la Pologne et la France, et il y est question, dans les travaux dont vous allez nous parler, de la construction à cette époque-là d'un imaginaire collectif européen. De quoi s'agit-il ? Alors oui, il s'agit du projet ICOP qui est né en 2008, qui a été labellisé par la Commission européenne, qui est né d'une initiative de l'association franco-polonaise Ljubljana. Il s'agissait effectivement d'interroger ce qui est commun entre nos Européens que nous sommes tous. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de commun ? Et
Donc l'idée était de passer par les arts et l'histoire, de remonter aux sources, aux traditions. Bien sûr, il y a déjà eu deux grands colloques de 3 jours. Il y en a un troisième cette année. Je ne vais pas les résumer en quelques secondes. Donc les actes vont commencer à sortir. La machine à produire est en route. Ce que je voudrais retenir de manière tout à fait particulière, ce sont 3 choses. La première, c'est que très clairement, le christianisme, la chrétienté, est un grand facteur de fondation de l'Europe. Ceci aussi bien sur le plan économique, sur le plan politique, sur tous les plans, y compris donc sur le plan culturel. Je crois que ça, c'est très important. Depuis les réseaux d'abbayes qui se constituent, les réseaux d'abbayes cisterciennes, nous sommes ici au Collège des Bernardins, qui faisaient partie de ce grand réseau, jusqu'au transport de personnes, au voyage des personnes qui sillonnent toute l'Europe. Donc il y a véritablement un mouvement très très fort qui procède d'ailleurs par évangélisation également, mais pas toujours. Donc ça, premier point, rôle déterminant de la chrétienté et des institutions chrétiennes qui se mettent en place et qui se développent. Le deuxième point extrêmement important, c'est le rayonnement qui s'opère sur le plan artistique, au niveau architectural, au niveau des lettres, au niveau des peintres, au niveau des styles. Il y a des styles qui voyagent. On le voit par exemple à l'époque baroque. Le baroque se répand dans l'ensemble de l'Europe à partir de l'Italie, plutôt dans le sud de la France que dans le nord de la France, énormément vers la Bavière, vers la Pologne assez tardivement, vers l'Espagne. Donc les styles voyagent. J'ai pris le baroque, j'aurais pu prendre le gothique. On voit une tendance au rayonnement extrêmement forte qui passe à travers les frontières. Ce qui interroge en fait la nature de la frontière. Ça, c'est un point qui me semble extrêmement important. On se pose la question de savoir s'il y a une frontière à l'Europe. On peut se demander réciproquement quelle est la nature des frontières qui séparent les différents pays d'Europe. En tout cas, elle est élastique, la frontière en question, puisqu'on a vu qu'elle s'est agrandie depuis plusieurs années. Oui, c'est certain, et elle est élastique et surtout purement formelle. C'est-à-dire qu'elle fait l'objet d'une décision qui est une décision politique et qui ne repose, à mon sens, absolument pas ni sur l'histoire, ni même sur des réalités linguistiques ou culturelles. Le troisième point que je voudrais souligner, c'est que depuis au moins l'Europe des Lumières, nous sommes habitués à échanger, nous autres, entre Européens. Il y a une communauté de pensée. Il y a véritablement une communauté de pensée qui s'est créée. Donc, nous parlions tout à l'heure de la liberté, du développement de la liberté. Bon, mais si on retourne au moment des Lumières, bien sûr, les penseurs français jouent un rôle important dans le développement très très fort des libertés civiques, mais toute l'Europe réagit, vibre sur cet élan qui est donné. Il y a des correspondants dans toute l'Europe. Si je remonte un petit peu dans le temps, la République des lettres au XVIIe siècle, avec des grands personnages comme Mersenne, sont au cœur de cette avancée. Et puis, donc, je voudrais rajouter également, on a parlé juste de l'action, juste une petite... voilà, ça se passe également, le primat de l'action. L'Europe qui se libère effectivement dans son action, cette liberté gagnée grâce au christianisme. Le christianisme seul permettait la découverte de la liberté, ça peut-être on en parlera tout à l'heure, ouvre la porte au développement de l'action avec des gens très différents comme Descartes, Bacon, Galilée, dans 3 pays différents, l'Angleterre, l'Italie, la France, qui, à peu près au même moment, libèrent totalement les sciences et les techniques du joug théologique et ça nous donne ce que nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire nous vivons dans un monde de technique. La technique nous est commune, habituelle, grâce à ce grand processus d'émancipation qui naît au XVIIe siècle. Alors, à ce stade, si vous en êtes d'accord, moi je voudrais vous faire réagir sur le fameux article du traité de Maastricht qui instaure au fond officiellement cette dimension de culture européenne. Je le cite parce qu'il faut le citer dans son intégralité. La communauté contribue à l'épanouissement des cultures des États membres dans le respect de leur diversité nationale et régionale. Donc là, on parle bien de l'éclatement culturel, n'est-ce pas, de sa régionalisation, tout en mettant en évidence l'héritage culturel commun, dont on sait qu'il est bien difficile à trouver. Alors, moi ma question, c'est comment est-ce qu'on vit ce double mouvement ?
est-ce qu'il n'est pas étonnant d'assigner à l'Union la tâche d'épanouir les cultures des États membres? Est-ce que ce n'est pas une sorte de complémentarité contradictoire? Janine, monsieur Chavot. Je crois qu'il y a peut-être, alors bon, je ne sais pas si on peut aller jusqu'à porter de telles accusations, mais une certaine hypocrisie, je veux dire, à vouloir coller les deux choses, la diversité nationale et régionale, et puis l'héritage commun. Parce que on voit bien que dans une Europe telle qu'elle est organisée, telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, du point de vue de la culture, il n'y a pas de frontières. Et que si on veut absolument conserver l'idée que du point de vue régional, il y a des choses importantes, etc., je crois que c'est plus par diplomatie que pour correspondre à une réalité. Parce que dans la culture européenne, je pense qu'il n'y a pas de frontières, et elle en a déjà plus beaucoup avec le reste du monde, et avec, je dirais, tous les moyens qu'on a maintenant, que ce soit Internet par exemple, tout le monde peut avoir accès à toutes les œuvres d'art du monde, pour ne prendre qu'un petit aspect de la culture. Il n'y a pas de frontières, mais il y a des nationalismes qui s'exaspèrent, il y a des régionalismes qui s'expriment. Sur le plan politique, mais sur le plan culturel, je ne suis pas sûre qu'on puisse tellement trouver d'exemples d'un système culturel, d'un patrimoine qui serait vraiment enfermé dans sa région et qui ne serait pas accessible au reste, je dirais au reste du pays, du monde. J'en vois pas d'exemple, en tout cas. Pourquoi cette hypocrisie, au fond? Parce qu'il faut bien mentionner tout le monde, la nation, les régions, et puis reconnaître qu'on a un héritage commun et que cet héritage commun fait se dépasser finalement un certain nombre de particularismes, même si beaucoup de particularismes peuvent avoir beaucoup de charme, et si c'est formidable d'aller voir effectivement tel bâtiment à tel endroit, etc. Mais tout le monde peut y venir, et il appartient, je dirais, à l'héritage commun. Là, ça en compte. Je n'aurais pas parlé d'hypocrisie, je pense qu'il y a vraiment une difficulté consubstantielle à la notion même de culture. Les États, sur le plan formel, définissent une frontière. Cette frontière, quand on la traverse, sauf quand on est dans l'espace Schengen, on passe par un poste frontière. Les cultures ne fonctionnent pas comme ça. Il n'y a pas de frontière à une culture. Une culture, elle se définit beaucoup plus proprement sur le mode du réseau. C'est facile à comprendre maintenant sur le mode d'Internet. Il y a des sources de rayonnement, il y a des nœuds. Et ces sources de rayonnement, elles sont malgré tout localisées sur la source de rayonnement française, par exemple. La culture française, elle ne se limite pas, bien sûr, à l'Hexagone, et pourtant elle rayonne énormément à l'étranger. Et ces réseaux, c'est quoi? Les alliances françaises, c'est des choses comme ça? C'est pas du tout formel. Le rayonnement d'une culture passe par de multiples canaux ça, c'est les alliances françaises, on retombe dans le formel. Ça repose sur la volonté politique de la part de la France d'appuyer son influence dans de multiples pays. Ça se passe sur un autre mode. Ce réseau accompagne un rayonnement qui, lui, vient des créateurs qui sont ici en France, qui sont les héritiers. Et là, je retrouve la notion de transmission, qui sont les héritiers du fonds culturel français. Nous avons un héritage. Cet héritage, il est réel. Pour moi, la culture européenne, c'est une culture ambivalente ou paradoxale. La vraie culture, elle repose sur une langue, elle repose sur une histoire, une communauté de destin que manifestement n'ont pas l'ensemble des pays européens. Donc, si je devais proposer une définition sur l'Europe culturelle, ça serait une mosaïque. C'est une mosaïque. Ils n'ont pas une communauté de destin. Aujourd'hui... Je demande à voir. C'est une construction politique, mais je pense que c'est une question en débat. Précisément, je crois que cette idée d'une communauté de destin devient obscurcie et devient problématique, parce que la grande critique que je fais aux politiques à qui nous devons l'Europe, depuis Jean Monnet en passant par François Mitterrand jusqu'à l'actuel président, le dernier traité, n'est-ce pas, de Lisbonne, c'est que nous avons fait l'Europe par l'économie, nous avons fait l'Europe par le droit. Ce sont des choses extrêmement importantes, et la Charte européenne des droits fondamentaux est une création unique dans l'histoire, c'est très important.
Mais la grande critique que je fais, c'est que les politiques n'ont jamais osé faire ce que j'appellerais l'Europe de l'esprit. L'Europe de l'esprit, si vous ne la faites pas, que se passe-t-il ? Il se passe que vous ne pouvez plus, à un certain moment, parler aux nations, parler aux gens. Vous ne parlez pas à l'imagination, vous ne parlez pas à la sensibilité, vous ne parlez pas aux symboles qui vivent dans toutes les cultures populaires. Vous tenez un langage aseptisé, passe-partout. Et c'est pourquoi ce terme de culture me gêne quand même aussi un peu, parce que la culture, c'est très souvent l'industrie marchande. C'est la marchandisation des beni culturali, comme disent mes grands amis italiens, qui ne font pas que ça. Hein. Ce n'est pas une critique de l'Italie, mais j'aime bien leur expression quand même. C'est du divertissement. Alors, c'est une consommation qui, à mon avis, est profondément insuffisante par rapport à ce que j'appelle l'expérience, le sens commun européen. Moi, je crois à une communauté européenne, ce que j'appelle le sens commun européen, qui s'est forgé dans l'art, dans la science, dans la religion, dans l'économie, dans tous les modes de vie. Mais les politiques ne savent pas quoi faire de l'Europe de l'esprit. Ils se disent que électoralement, ça ne leur apportera rien. Donc, pour ça, il y a l'industrie du tourisme, il y a la visite des monuments, il y a la culture comme, comment dirais-je, chose que l'on peut ingérer, et à mon avis, c'est extrêmement insuffisant. Et je crois que le drame de l'absence de communauté de destin, je suis optimiste pour l'Europe, et en même temps, je suis inquiet sur cette communauté de destin, en effet. Je crois que nos politiques ne savent pas parler à la sensibilité des Espagnols, des Lettons, des Italiens, des Roumains, des Britanniques, des Français, etc. Ça ne peut pas continuer comme ça. Nous allons craquer. Et en effet, qu'est-ce qu'il y a maintenant pour soutenir l'Europe ? Qu'est-ce qu'il reste ? Le droit, cette immense possibilité pour un citoyen de saisir le juge européen, ce qui en effet est une avancée extraordinaire, et le religieux, bien entendu, car le religieux parle à la sensibilité, parle au cœur de l'homme. L'homme ne vit pas que de pain, de droit et d'économie. L'Europe de l'esprit, qu'en avez-vous fait ? Qu'en faites-vous ? Dans une laïcité française, la religion, on fera peut-être pas Ça ne me gêne absolument pas, cher monsieur, car la laïcité des humanistes ne consistait pas à attaquer la religion, elle consistait à émanciper la raison et l'intelligence du religieux. Mais émanciper n'est pas être l'adversaire. Érasme était prêtre, Pic de la Mirandole était croyant, etc., etc. Si j'énumère tous les humanistes, d'ailleurs, en passant par Montaigne et en allant jusqu'à Bergson, nous découvrirons qu'ils avaient plus ou moins un fond religieux. Mais la laïcité n'est pas un problème. Janine Mossius-Lavaux. Oui, sur la définition de la culture comme consommation, bon, moi je suis pas tout à fait d'accord. Je pense que au niveau européen, il y a un processus de transmission de la culture qui se fait très largement à travers la jeunesse. Les jeunes vont de plus en plus étudier dans des pays voisins, que ce soit via les programmes Erasmus ou d'autres types de programmes, et ils se sentent aussi bien londoniens que berlinois, que tout ce qu'on veut, et ils adhèrent à quelque chose qui est beaucoup plus large que la culture de leur pays. Et je pense que de ce point de vue-là, par la transmission qui se fait dans la jeunesse, il y a une circulation justement des idées, des œuvres, de tout ce qui peut être la culture au sens noble et non pas seulement la consommation, qui se fait et qui se fait très activement. Et donc, je pense que si vous parlez avec des jeunes, ils se sentent citoyens d'un peu partout de l'Europe. Bon, moi, je me sens citoyenne du monde, ça c'est autre chose, mais beaucoup déjà se sentent citoyens de l'ensemble de l'Europe. Donc, ça fournit une base d'identité commune qui me semble, et de destin commun, qui me semble très important. Lucien Jaume. Ça me semble très vrai, Janine, je suis d'accord à 80%. J'ai reçu hier une lettre d'un étudiant de Sciences Po qui me disait, Monsieur Jaume,
Le problème, c'est qu'il n'y a pas une langue commune, il n'y a pas une société civile, il n'y a pas une opinion commune européenne. On ne peut pas, entre Européens, discuter, délibérer, se rencontrer. Alors, je dirais oui à 80%, mais il y a 20% quand même, ce garçon qui dit « Je ne vois pas le lieu de l'opinion publique européenne ». L'agora européenne. Nobody's perfect. 80%, c'est déjà pas mal. Vous dessinez là les contours d'une langue commune, peut-être, en parlant anglais. Alors, l'Europe de l'esprit, vous pouvez être un petit peu plus concret, là, nous donner un exemple. Je ne sais pas, je trouve le concept très séduisant, mais je voudrais en percevoir quelques matérialités. L'idée est la suivante. Est-ce qu'il n'y a pas eu, dans la tradition, au premier sens du mot tradition, qui veut dire transmettre, du latin tradere, transmettre. Tradition, ce n'est pas le traditionnalisme poussiéreux et réactionnaire. Tradition, c'est que transmettons-nous? Que sommes-nous prêts à assumer? Qu'est-ce que nous reconnaissons comme pouvant être assumé par nous-mêmes? Eh bien, est-ce qu'il n'y a pas eu une idée, une certaine idée de l'homme et de la femme, aujourd'hui 8 mars? Attention, oui. Oui, là, je suis en danger. C'est du politiquement correct. Tu es sous surveillance. Je suis sous surveillance à ma gauche. Voilà, à ma absolument. Doublement, donc, sous surveillance. Oui, doublement. Est-ce qu'il n'y a pas eu une idée de l'être humain comme être foncièrement éducable? Je reprends mon dada. L'Europe de l'esprit, c'est l'Europe qui reconnaîtrait que éduquer l'être humain, lui permettre de devenir lui-même, en tant qu'homme, en tant que femme, d'épanouir ses potentialités qui autrement ne se révéleront pas. Est-ce que cette idée n'a pas été une grande idée de notre tradition? Et bien sûr, cet épanouissement se fait par des règles éducatives. Bien sûr, ça se fait par une autorité de l'enseignant. J'aime bien le livre dirigé par Marcel Gaucher et d'autres personnes sur la question de l'enseignement, où il montre bien que l'inégalité est constitutive de l'acte d'enseigner, mais pas pour dominer éternellement des jeunes, mais pour qu'au contraire, ils prennent leur propre envol, bien entendu. Bon, alors, l'Europe de l'esprit, j'entends par là que l'idée de la dignité, bien sûr, mais surtout des capacités d'épanouissement de l'être humain est mise au centre. Mais cela veut dire, par exemple, qu'un système d'évaluation tel qu'il existe actuellement est aux antipodes de cette Europe de l'esprit. Le système complètement idiot que nous avons maintenant dans les universités, plus le classement de Shanghai, qui a été inventé un jour par 2 jeunes Chinois qui s'ennuyaient un dimanche, c'est authentique, ils l'ont raconté, ils s'ennuyaient un dimanche, ils ont inventé ce truc-là, ils l'ont lancé sur Internet, et on a vu les universités, notamment en France, mais aussi ailleurs, prendre ça très au sérieux, avec tous les défauts qu'a ce classement, n'est-ce pas? On ne va pas entrer dans les détails. Bon. L'Europe de l'esprit, mais on lui tourne le dos. On lui tourne le dos. Alors, Erasmus est en effet une institution importante, mais là, le bilan est contrasté. Il y a des pays où Erasmus est sérieux, et des pays où Erasmus est une plaisanterie. Bon. Mais alors, face à la mondialisation des masses médias, oui, Vincent Kant. Je voudrais revenir, si c'est possible. Je vous en prie. Ça va permettre une transition vers la communication, ou en tout cas ce qui vient d'être dit est passionnant, mais ne touche qu'une infime minorité de personnes. Je veux dire par là les étudiants qui voyagent à l'étranger, ça représente combien de pourcentage par rapport à une classe d'âge? C'est quoi? Un gros pourcentage des étudiants, mais oui, les étudiants restent marginaux en études supérieures. Je me place par rapport à l'ensemble de la population, que ce soit en France ou en Europe, c'est quoi? C'est 15-20% des jeunes d'une même classe d'âge? Pas beaucoup. En tout cas, ils n'ont jamais autant voyagé, ceux qui font des études. Non, mais ce que je veux dire par là, ce n'est pas la majorité des... ne parlons pas des masses. De la population. Mais voilà. La jeunesse est européenne. Ça, c'est vrai. Elle est de sensibilité européenne, c'est exact. La jeunesse est de sensibilité européenne, mais ce que je veux dire par là, c'est que ce à quoi je veux en venir, c'est que la transmission, bien sûr, l'éducation et les écoles, les universités sont un moyen. L'accès aux masses médias, l'accès aux monuments, l'accès au cinéma, c'est un autre moyen de transmettre pour le plus grand nombre.
Donc là se pose une autre question. Faut pas être trop sévère sur ce que vous appelez la marchandisation, la consommation, bien sûr. Je ne peux pas encourager une consommation culturelle. Comme on va pas au concert, au cinéma, au théâtre, comme on mange un hamburger, bien sûr. Ce serait triste. Malgré tout, il faut bien reconnaître que pour donner accès à un très grand nombre de personnes, on doit passer par des circuits commerciaux. C'est absolument nécessaire. Le cinéma est peut-être l'exemple le plus frappant. Ça ne veut pas dire qu'on fasse de bons films ou qu'on fasse de mauvais films. Je ne donne pas mais il est nécessaire de passer par des circuits commerciaux. La vraie question, pour moi, est la suivante, sur cet élargissement de la culture. Parce qu'il y a toujours une culture des élites. Il y en a toujours eu, il y aura toujours une culture des élites. La vraie question, c'est et les autres qu'est-ce qu'ils font? Ils mangent du prêt-à-penser ou bien ils ont accès à une culture authentique? Et le rôle des pouvoirs publics, et en particulier de l'Europe, me semble ici être extrêmement important dans cette diffusion qui permet une transmission à un grand nombre. Et il me semble que là, nous sommes très défaillants. Voilà, c'est là où je voulais en venir. Donc, Sauf que l'Europe est à l'origine de la création d'Arte, par exemple. Sur le plan audiovisuel, c'est quand même une réalisation concrète et positive, oui, non? Mais je crois qu'on se comprend mal. Moi, je ne mettais pas en question la diffusion. Ça serait scandaleux. Non, ce que j'interrogeais, c'était la partition entre le développement de l'Europe politique et la prise en charge par les politiques, et par ailleurs le monde de la culture. C'est-à-dire que je crois qu'il y a une répartition des rôles qui est fâcheuse. Oui. Voilà. Je trouve que le discours politique et le langage politique, c'est extrêmement appauvri par rapport à la richesse culturelle. Oui, d'accord. Voilà, c'est ça. Là, c'est. Voilà. J'ai mieux compris. Voilà. Janine Mossius-Lavaux, c'est amusant parce qu'en parlant avant le débat, moi je vous disais combien il me semblait que la vision qu'avait Malraux de la télévision, qui à l'époque était la chaîne de télévision unique, comme vecteur de transmission et de propagation des œuvres d'art, de la connaissance, etc., était devenue un outil d'abrutissement et de divertissement pour l'essentiel. Et vous avez réagi en disant mais pas du tout. Malraux serait ravi de voir ce qu'on en a fait aujourd'hui parce qu'il y a un tel choix que finalement il y a encore plus les moyens de se cultiver grâce aux médias audiovisuels. Parce que tout dépend de ce qu'on appelle la télévision, quand on parle d'une façon générale de la télévision. Il est évident que si vous n'avez que les 4 chaînes que vous connaissez en analogie, qui viennent de passer en numérique d'ailleurs, c'est un peu limité. Et effectivement, vous avez de la télé-réalité, vous avez des jeux, vous avez pas forcément des bons films. Il y a beaucoup à dire. Et là, je crois qu'effectivement, on peut être critique. Mais on a la possibilité aujourd'hui, avec le câble, d'avoir accès à des dizaines et des dizaines de chaînes différentes, de cinéma, de musique, d'histoire. Alors, bien sûr, ça a un coût. Il y a un abonnement à payer. Ça, rien n'est gratuit et c'est bien dommage, mais c'est comme ça. Mais on a accès à des produits culturels. J'aime pas employer le mot produit, mais en même temps à des produits culturels de très grande qualité. Vous pouvez revoir tous les films des années 40 ou 50 si vous êtes amateur de films des années 40 ou 50. Vous pouvez avoir un opéra chez vous un soir sur deux, des concerts de jazz tels qu'ils étaient à New York en 1957 ou enregistrés à n'importe où, à Chicago en 1963. Et tout ça, c'est possible. Donc, il y a une ouverture sur le monde. Donc, pas plus seulement sur l'Europe, mais sur le monde, qui est absolument extraordinaire. Donc, je dirais que de ce point de vue-là, chacun aussi doit choisir ce à quoi il veut accéder. Et on a, en tout cas virtuellement, potentiellement, cette capacité. Alors, il y a une question brûlante et vraiment d'actualité, c'est de savoir si l'identité culturelle de l'Europe ne risque pas dans les années à venir à se définir par opposition avec d'autres cultures. Et Lucien Jaume, j'ai fait quelque chose de très mal, c'est que j'ai tronqué la citation que j'ai faite tout à l'heure lorsque vous interrogiez sur la capacité des États membres à être ouverts à la pluralité des cultures, car entre parenthèses, vous ajoutez le cas de l'islam faisant néanmoins problème. Vous voyez où je veux en venir.
Alors, est-ce que l'Europe ne risque pas de se définir par opposition à une culture de l'islam, notamment, qui deviendrait progressivement de plus en plus importante? Pour ma part, en tout cas, dans ce livre, je dois rappeler que je critique la notion d'identité de l'Europe. J'essaie de montrer qu'il y a une tradition, qu'il y a un sens commun, mais qu'il n'y a pas d'identité, car le propre de l'esprit européen tel qu'il s'est formé dans le processus de civilisation, c'est qu'il exerce sa liberté vis-à-vis l'individu vis-à-vis de lui-même, l'individu vis-à-vis de son entourage, l'individu vis-à-vis de la collectivité. Une identité, c'est quand on s'arrête à une image définie. Voilà mon identité. Je suis ça et pas ça. Voilà mon identité par rapport à d'autres. Je conteste la notion d'identité européenne. L'identité de l'Europe, si on veut absolument qu'il y en ait une, c'est de remettre en question toute identité, précisément. Et c'est pour cela que toujours l'Europe a visé vers l'universel. On peut critiquer le colonialisme, on peut critiquer en pratique tout ce qu'elle a fait. On peut surtout rappeler que l'Europe est la patrie des totalitarismes. Le stalinisme, le fascisme, le nazisme, comme le montrait Raymond Aron dans un livre peu connu en 1946, c'est une matrice européenne. Les pages les plus fortes sur Hitler, c'est 15 pages dans le livre de Raymond Aron qui s'appelle « L'homme contre les tyrans ». Malheureusement, il n'y est jamais revenu. Bon. Alors, je récuse la notion d'identité européenne. Pour moi, ça n'existe pas. Et l'erreur est de vouloir définir une identité européenne. Alors, de ce point de vue, l'Europe n'est pas chrétienne. Le christianisme a puissamment nourri le sens commun européen. L'Europe ne sera pas terre d'islam. L'islam a apporté à la culture européenne. On le sait au Moyen-Âge notamment, etc. Il y a eu toute une controverse d'ailleurs là-dessus récemment. Donc là, je n'accepte pas les termes que vous me présentez. Pour moi, il n'y a pas d'identité européenne, c'est sa force. C'est la liberté, justement, qui fait que nous ne revendiquerons pas une identité, mais nous revendiquerons la remise en question de tout ce qu'on veut nous imposer, y compris peut-être parfois un édifice européen totalement technocratique. Nous revendiquerons ce que j'appelle l'examen de la légitimité, qui pour moi est un concept beaucoup plus important que l'identité. Soyons fermes là-dessus. Vous êtes d'accord avec cette affirmation sur l'absence d'identité européenne et cette distinction entre l'esprit européen, au fond, et l'identité? Moi, je serais assez partant aussi pour dire qu'il n'y a pas vraiment d'identité européenne. Il y a une citoyenneté européenne, c'est tout à fait clair, qu'on l'accepte ou non, d'ailleurs, mais il n'y aurait pas d'identité. Et pour revenir sur l'opposition, la fracture, le clash des civilisations, c'est une création outre-Atlantique qui n'a pas la même histoire que l'Europe. En Europe, les pays n'ont eu de cesse de s'allier avec les uns contre les autres, puis les anciens ennemis sont devenus des alliés contre les anciens alliés. Donc il n'y a pas la même notion d'affrontement entre les bons et les méchants. Nous sommes tous bons et tous méchants, si je puis dire. Et la notion de limite entre une civilisation qui en affronterait une autre n'a pas de sens. Mais on peut avoir une culture commune sans avoir une identité commune? Voilà la question. Ça, à mon sens, c'est presque possible à condition de considérer que la culture européenne s'entend sur un mode très très particulier, culture au sens d'une mosaïque, intégrant une très très grande diversité, et pas au sens fort, comme on peut parler de la culture française ou de la culture allemande. C'est une culture sur un autre registre. Ouais. Janine, monsieur Moi, Serrault. je dirais que la culture, justement, elle est en permanence remodelée par justement ce que Malraux appelait la métamorphose. C'est-à-dire que une culture, si on imagine qu'il y a une culture comme ça qui pourrait être délimitée, fermée, mise au contact des autres, et ça fait quand même très longtemps qu'elles sont au contact les unes des autres, les cultures européennes, mais aussi les cultures extra-européennes, eh bien, ça fait évoluer, bouger, se transformer la culture initiale, à supposer qu'il y ait une culture initiale qu'on puisse isoler comme ça, ce qui devient quand même de plus en plus difficile. Mais donc, on est dans un processus d'évolution où la culture s'agrandit en permanence, s'ouvre à d'autres en permanence et se transforme elle-même sous l'influence d'autres qu'elle-même transforme. C'est le fameux métissage. Donc, il y a un métissage réciproque, je dirais, des différentes cultures qui fait que on arrive
je suis d'accord avec toi, à une identité commune, mais en tout cas un langage commun dans le domaine culturel. Et vous pouvez le tester, par exemple, sur des gestes très simples que font des gens dans différents pays. Vous êtes, par exemple, je ne sais pas moi, en France, vous voulez avoir sous les yeux les tableaux de Klimt, vous allez sur Internet et en quelques secondes, vous avez les tableaux de Klimt sous les yeux. N'importe quelle personne en Italie peut faire la même chose pour des tableaux français ou dans un autre pays plus lointain pour des tableaux norvégiens. Donc, vous avez chez vous la culture de ces autres qui ne sont plus vraiment des autres, qui sont aussi un peu vous-même parce que vous êtes dans quelque chose qui est une communauté, disons, d'émotions culturelles. C'est ce que nous avons essayé de définir sous le mot imaginaire collectif, en fait, puisque culture collective. Lucien Jaume, vous vouliez pousser un peu plus cette problématique culture-identité, non? Ou vous avez dit l'essentiel de votre pensée? Non, j'ai dit l'essentiel. Peut-être que je pourrais préciser un peu pour expliquer l'angle philosophique sous lequel je me suis exprimé sur ce dernier point, en disant qu'il m'a semblé, mais c'est peut-être insuffisant, et c'est peut-être erroné, parce que je cherche le débat. J'ai peut-être tort. Il m'a semblé que l'esprit européen, au fond, s'était formé par rapport, je dirais, à 3 grandes instances. L'instance de la règle ou de la loi. L'instance du marché avec ce que ça implique dans le capitalisme, etc. Il n'y a qu'à voir les grands économistes européens, n'est-ce pas, cette réflexion que l'on trouve partout, en Allemagne, à Naples, en Grande-Bretagne, chez les Écossais, en France, etc. Enfin, cette immense réflexion, cette immense analyse du capitalisme naissant. Il n'y a pas qu'Adam Smith. Il y a Bon, bien. Le marché. Et troisièmement, je dirais une force immense que de plus en plus les sociétés modernes reconnaissent, une force qui soulève les masses, une force qui fait l'histoire, une force qui fait trembler tous les gouvernements, y compris les gouvernements démocratiques. J'ai nommé l'opinion. Et quand je dis l'opinion, nous n'avons pas le temps, mais il faudra entrer dans l'analyse philosophique de ce que peut signifier ce terme. Ce n'est pas seulement l'opinion publique que notre laboratoire, le CEVIPOF, étudie pas à pas, décortique, etc., et sondagière notamment, mais l'opinion, c'est aussi, en réalité, le rapport que chacun d'entre nous a avec la collectivité. Car l'opinion, c'est en quelque sorte la façon dont je me mesure à ce que je crois que la collectivité pense. Alors, ça va très loin. Chez Montaigne, chez John Locke, chez des auteurs comme cela, ça va extrêmement loin, nous n'allons pas développer. La règle ou la loi, le marché, l'opinion et le collectif. Et à partir de là, l'esprit européen, c'est cette capacité de vivre dans une communauté parce que la loi nous est commune, si nous la reconnaissons, de vivre dans une communauté parce que nous vivons dans un monde d'échange, de marchandises, d'échange de biens, etc. Et dans un monde où la force de plus en plus puissante, c'est l'opinion. Je ne vous fais pas un dessin sur ce qui se passe actuellement au Maghreb, n'est-ce pas? Mais il n'y a pas que là pour constater la puissance terrible de l'opinion. Eh bien, l'esprit européen a considéré que c'était à la fois une force et un danger. Car tous les grands auteurs européens ont analysé l'opinion comme une richesse, mais aussi comme le danger que la collectivité ou qu'un groupe prenne le pouvoir sur moi-même. Et Raymond Aron analysait la montée d'Hitler, il était en 1933-1934 comme Jean-Paul Sartre en Allemagne, et il écrit ses pages en 1940 à Londres, il est à Londres, dans le journal La France Libre. Raymond Aron analyse la montée d'Hitler comme l'alliance entre la bureaucratie rationnelle à l'allemande, le développement le plus poussé de la technique et ce qu'il appelle une religion politique où le leader, je cite, est revêtu mystiquement de la souveraineté. Eh bien, l'opinion, c'est ça, mesdames et messieurs, c'est ça. Marcel Gaucher, depuis, a repris dans un très beau livre récemment cette analyse de l'idéologie dans le cas de Hitler. L'opinion, c'est ça, la meilleure et la plus dangereuse des choses. Je crois que l'Europe a connu cette expérience. Je crois qu'elle l'a analysée. Je crois que ça fait partie de ce que nous pouvons appeler le sens commun européen de la liberté.
Ce débat va bientôt toucher à sa fin. Moi, j'aimerais bien que vous nous disiez, les uns et les autres, si faire aimer la culture européenne est selon vous un enjeu, et si oui, une petite proposition, quelque chose qui aille dans le sens de mieux connaître et mieux aimer notre culture commune. Qui est-ce qui commence ? Je ne peux pas encore parler, je prendrai la suite. Vincent ? Alors, mieux aimer et connaître la... Faire mieux aimer et mieux connaître la culture européenne, la faire mieux rayonner. Oui, si culture européenne il y a, donc en tout cas, je pense que le développement des voyages à vocation culturelle est un moyen, c'est-à-dire que plutôt que d'aller sur les plages simplement, on peut aller sur les plages, bien sûr, c'est bien, mais aussi aller voir les autres pays, les visiter, les découvrir et développer également les échanges au niveau scolaire. Je suis surpris par la disparition, mais la réduction des échanges scolaires, apparemment pour des raisons budgétaires. Le ministère de l'Éducation soutient moins ces actions. Ceci dès l'enfance, dès le collège. Le jeune âge. Janine Mossus-Lavaux. Oui, c'est très court. Hein. Oui, sur la notion de culture européenne, j'aurais aussi des réserves. Ah ben si vous avez des réserves, vous ne parlez pas de la faire aimer, voilà, bien sûr. Parce que je pense qu'elle s'élargit à beaucoup plus qu'elle-même. Ouais. C'est ce que je vous ai déjà dit tout à l'heure, et qu'on est dans un système mondial heureusement plus ouvert que simplement une Europe qui serait un petit peu crispée sur elle-même, et que néanmoins, on a un patrimoine européen. On a un patrimoine européen, et que pour le faire mieux aimer et mieux le faire connaître, il faut non seulement que, effectivement, vous avez raison, que les gens voyagent, que les gens bougent, que les scolaires puissent bouger, etc., mais aussi que quand on a quelque chose à dire, on n'hésite pas à aller nous-mêmes à l'étranger, en parler. Lucien Jaume, un mot de conclusion. Parce pour la jeunesse, rattacher le patrimoine européen aux conditions sociales, aux conditions historiques. Montrer comment les produits culturels sont produits dans une société et comparer avec d'autres sociétés. Comme François Julien compare la peinture en Chine et la peinture à la Renaissance en Europe. Merci beaucoup, merci sincèrement de votre participation à ce débat. La semaine prochaine, on va parler d'éducation à l'aube au XXIe siècle, on y est complètement. Merci de votre attention, à bientôt, au revoir. Merci.